bienvenue à vous à ce premier entretien intitulé Parcours d'hypersensible. J'ai l'honneur d'accueillir Claude Parisot. Tu es thérapeute imago, qui est une thérapie de couple. Tu t'es formé en Suisse. Tu as fait partie des précurseurs de la méthode imago que tu as donc pratiquée depuis combien de temps Non, ça fait la 13e année. 13e année que tu pratiques. Okay. Et tu viens de sortir un livre qui s'appelle Réenchanter son couple aux éditions Erol, et dans lequel tu partages ta vision de la méthode imago en tant qu'homme. C'est ça. C'est mon expérience personnelle en tant qu'homme dans un couple et aussi en tant que professionnel de la relation. Formidable. Et puis, on a eu un petit échange l'autre jour qui m'a fait totalement vibrer et j'ai eu très 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 envie d'en savoir plus. Tu m'as dit que tu étais hypersensible au potentiel avec une hyperactivité, tu as même dit autisme. Oui, en fait, TDAH, je veux dire que le HP, quand il est combiné à des caractéristiques neuroatypiques, et moi comme caractéristique, il y a l'hypersensibilité, il y a les troubles de déficit d'attention, sans l'hyperactivité aujourd'hui, mais parce qu'elle se perd beaucoup après 40 ans. D'accord. Mais moi je l'ai perdue après 40 ans, j'ai appris à ralentir, pour sentir, justement, et j'ai aussi des traits autistiques. Voilà. Donc tout ça combiné font que, par exemple pour le couple, ça donne des caractéristiques qui font que le couple c'est pas évident. C'est déjà pas évident pour la plupart des gens aujourd'hui, mais pour des personnes qui ont, au Québec on dit qu'on a la double exceptionnalité. Ça s'appelle ça une double exceptionnalité. Oui. Est-ce que c'est au regard de... On l'appelle aussi multipotentialité, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est vraiment le côté haut potentiel. Alors au potentiel, il y a plein d'hauts potentiels. Il y en a sur la musique, il y a plein de façons. C'est pas le sujet, c'est vrai qu'il y a plein de façons. Puis c'est pas évident ce mot haut potentiel. Pas du tout. Voilà. Et disons que ça a été décelé moi quand j'avais 13 ans lors d'un test, mais et que j'avais enfoui dans ma mémoire et que j'ai retrouvé qu'à 40 ans. Parce que c'est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi d'assumer, parce que j'étais dans une famille où je ne me sentais déjà pas accepté. Alors là, j'avais vraiment peur de ne pas être accepté. Donc j'avais demandé au lycée, au collège, de ne pas le dire à mes parents. Donc c'est le lycée et le collège qui avait fait ce test pour toi? C'est ça. Pas pour moi, mais c'était là. Je me souviens plus exactement dans les détails, mais on avait cette possibilité-là. En tout cas, c'était un peu une classe pilote. Et donc tu sais depuis que tu as 13 ans. J'ai su là, j'ai enfoui. D'accord. Et du coup, ton parcours d'enfant, c'est quoi? Le parcours d'enfant, c'est un parcours d'enfant qui a été abusé à l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de je ne sais pas quel âge. En tout cas, j'ai pas de la mémoire de tout. J'ai retrouvé beaucoup de choses en thérapie, validées par mes parents, puis aussi avec des enquêtes, bien sûr. Donc c'est une enfance où je me trouvais déjà différent, très coupé. Moi, je me suis anesthésié pour survivre, donc je pensais que j'étais pas normal. J'avais une vision déjà à 4 ans, je trouvais que le monde il tournait pas rond et que les êtres humains, il y avait quelque chose qui n'était pas humain. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose même dans le système scolaire, dans plein de choses comme ça, je me sentais différent, très différent, un extraterrestre, c'est vraiment le mot qui me venait. Et ce qui fait que j'ai cru que j'étais pas normal, donc j'avais aucune estime de moi-même. Donc j'ai fait beaucoup de sport. À travers le sport, mon père m'a fait faire beaucoup de sport parce que lui, il est handicapé et c'était sa façon aussi, à travers moi, de faire du sport. Et le sport m'a donné confiance dans un certain niveau, on va dire, dans certaines capacités. Oui, il a évacué aussi toute la colère, toute la tristesse, la rage que j'avais enfant. C'est vrai que je faisais tout le temps du sport, donc je suis devenu prof d'éducation physique. Dans la logique des choses, je voulais faire que ça. Je me voyais faire que ça. En plus, rester prof, c'était moi qui avais peur de tout. Je restais à l'école, je n'avais pas besoin de me confronter à d'autres milieux. Donc ça, j'ai compris après en thérapie, mais c'est vrai que je suis resté là par peur. Donc j'étais un hypersensible, mais qui était coupé, complètement anesthésié et clivé, dissocié. Et c'est pour ça que même enfant, on pouvait penser que quand j'étais fermé, j'étais fermé. Et cette hyperactivité, du coup, elle trouvait à se
à se vivre à travers l'exercice physique. C'était une échappatoire, une façon de, d'exister. C'est une façon d'exister en groupe, parce que je n'étais pas à l'aise dans les groupes, je ne me sentais pas bien. Donc dans le sport, comme j'étais bon, j'étais valorisé, à la place j'étais le premier en sport, et j'avais une forme d'aura, en tout cas socialement je n'étais pas très bon à cette époque-là, mais j'ai développé beaucoup de compétences sociales après, mais j'étais assez timide, mais j'étais dynamique, j'étais un enfant vivant, et c'est vrai que je me dépensais beaucoup, j'avais besoin de me dépenser énormément. Et du coup, tu dis, tu t'es coupé, et du coup, au niveau émotionnel, ça se passait comment ? Ah mais moi, au niveau émotionnel, jusqu'à 40 ans environ, j'ai 56 ans aujourd'hui, jusqu'à 40 ans, je me souviens, c'était en formation, tout le monde me disait, on t'aime bien, Claude, tout le monde t'aime bien, tu souris tout le temps, on ne sait pas qui tu es. Alors ça, c'était en thérapie, mais sinon, avant, à l'école, les profs, ils disaient, moi, monsieur Parizeau, vous êtes bien gentil, vous souriez tout le temps, il va peut-être travailler un petit peu. Mais j'ai compris que sourire, c'était une façon de mettre à distance, on m'embêtait pas trop, donc j'étais toujours d'humeur égale. Je comprenais pas les gens qui changeaient d'humeur, j'étais tout le temps, donc moi j'avais l'impression de la joie. Je croyais que c'était de la joie. Donc j'étais toujours d'humeur égale, j'étais toujours content de me lever, j'ai développé vraiment à cet endroit-là quelque chose de toujours cultiver la joie, c'était en moi quand même, il y avait quelque chose dans mon âme, moi j'ai envie de dire, qui allait vers la joie. Même si j'ai eu des dépressions, j'ai fait quand même une dépression après mon premier divorce, j'étais marié 2 fois. Puis là j'ai vu que voilà, j'étais beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de tristesse, et j'étais complètement inadapté. Mes amis se mariaient, je me mariais, je faisais les choses parce qu'il fallait faire. Moi je me sentais tellement... Je rentrais dans les cases, il fallait que je rentre dans des cases pour me sentir accepté, donc j'étais à côté, mais à côté de ma vie. Vraiment, j'étais sur pilote automatique. Oui. C'est ça. Mais j'étais un bon prof, je dis, parce que les élèves m'appréciaient. J'étais assez strict, mais en même temps je mettais un cadre. Tout ce que j'avais pas eu de bon cadre, j'étais bienveillant et en même temps je mettais un cadre. J'étais en lycée professionnel. J'ai appris à être un adulte en étant prof. Grâce à un directeur aussi qui m'a fait confiance à Armentières, dans le Nord, et qui me faisait confiance, qui me laissait faire des projets, qui a été un bon papa pour moi. Oui, c'est bien, hein, ça, on rencontre. Les membres d'une même famille ne grandissent pas toujours sous le même toit. Hein. C'est bien dit. C'est Jonathan Livingstone, le goéland. Du coup, ton parcours d'hypersensible, de haut potentiel, ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, où tu es ce thérapeute qui est connu, qui reçoit, qui écrit, enfin en tout cas dans notre région, Claude Parizeau, et puis au Québec, et puis c'est quoi ce parcours ? Mais c'est un parcours où j'étais, ma vraie nature, je pense, avec le recul, c'était être contemplatif. J'étais quelqu'un en fait qui était assez solitaire, mais je me sentais tellement seul dans ma famille à ce moment-là, on ne parlait pas dans ma famille, on disait avec mes parents à table, on n'avait pas le droit de parler, on parlait pas du tout, il n'y avait pas de communication, ce qui fait que moi je ne me sentais pas de famille, et donc j'ai cherché les familles ailleurs. Donc j'ai appris à créer des familles dans le sport. Après, quand j'ai fait Imago, c'est la famille thérapeute Imago. Quand j'ai fait du transpersonnel, j'étais la famille Alirette transpersonnelle. Et relaxologue, j'étais dans une école où c'était très familial, l'école ISM que j'adore. Et c'est eux qui m'ont permis aussi de prendre confiance en moi. C'était comme une famille. Donc j'ai créé beaucoup de familles, beaucoup de réseaux. Puis là, je vois, aujourd'hui, j'ai un mailing list de 10 000 personnes environ. J'ai 5 000 personnes sur Facebook. Je vois que j'ai développé, je vois malgré moi, c'est pas ma vraie nature, mais j'ai développé beaucoup de contacts pour me sentir vivant et exister. En fait. C'est ta ressource. C'est ma ressource. Ta ressource, ça a été d'aller créer d'autres familles. C'est ça. De chercher certainement à être aimé ou être apprécié pour qui je suis. Alors, toujours avec cette recherche d'être en lien, de nourrir le lien. Et le lien. Le lien, ça c'est un thème, hein. C'est un sujet chez tout le monde, mais chez les hypersensibles, c'est tout un thème. Nourrir le lien. Ça me parle bien. Qu'est-ce que toutes ces facettes de ton hypersensibilité, elles ont permis? Tu vois, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent c'est quand même pas facile tous les jours, hein, on a des valoges bien pleines, c'est pas simple dans notre monde, c'est pas simple dans notre activité familiale, professionnelle, etc., d'être hypersensible. Je trouverais intéressant de mettre l'accent sur en quoi c'est un plus.
Alors moi, l'hypersensibilité, je la sens beaucoup. J'ai rencontré, je donne une anecdote, j'ai rencontré au mois de décembre une femme dans mes contacts qui était synergologue. Synergologue, c'est la science du non-verbal. C'est un peu comme profiler, mais profiler c'est plus psychologique, là c'est plus dans l'observation de l'invisible. Et en fait, elle m'a dit, c'est la première fois que je vois un homme qui n'a pas étudié ça et qui a ça naturellement chez lui. C'est-à-dire que dans les couples, je peux voir tout ce qui ne se dit pas dans les relations, tout le non-verbal, les petits trucs, l'ambiance, je rentre dans une pièce, le fait d'avoir eu des abus très jeunes, il y a comme une hypervigilance qui est là jour et nuit. Parce que je pense la nuit, très longtemps, j'ai pas dormi, la nuit j'étais hyper vigilant. Et ça m'a créé, et en fait c'était douloureux parce que je ne sais pas ce qui se passait, mais à partir du moment où j'ai accepté cette sensibilité, aujourd'hui ça fait un plus. Quand j'accompagne les couples, je me sens vraiment à ma place. Chaque couple est différent et j'aime bien trouver le petit truc et puis de trouver des petites choses pour les connecter, parce que c'est une question de connexion, pas d'amour dans le couple. C'est comment retrouver la connexion. Donc tu parles de sens, tu parles oui. Ok, donc ça c'est un plus dans ta vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle. Où tu vas aider les gens à mettre un lien de meilleure qualité entre eux, de la même manière que tu disais tout à l'heure que le lien, le partage, c'était vraiment ta quête, quoi. Oui. Être au plus proche, du mieux dans le lien, du plus juste, du plus vrai, du plus authentique. Du plus authentique. Intègre. Ok. Et dans ta vie, personnelle. La mienne est tellement liée à mon métier, parce que c'est pas un métier, c'est comme, j'ai pas l'impression de travailler quand j'accompagne les couples. J'ai l'impression que c'est un prolongement, c'est quelque chose qui est naturel, c'est comme je partage mon don. C'est vraiment un partage. Mais moi, dans ma vie personnelle, encore aujourd'hui, ça a été plus... aujourd'hui, je peux dire, j'ai envie de dire quelque chose que j'ai jamais dit, mais j'ai vu ça en thérapie, c'est que cette sensibilité, en tout cas moi ça va avec la simplicité, quelque chose d'enthousiaste, je suis quelqu'un d'enthousiaste, mais c'est comme si cette compréhension du monde aussi, c'est une personne qui fait que tout petit, je sens que le monde c'est beaucoup plus que notre corps, il y a le côté spirituel, fait que je ne m'attache pas aux choses matérielles. Tu vois, même j'ai écrit un livre, ok, même s'il vendait 1 million, ce qui ne sera pas le cas, mais si je le vendais, ça ne change pas ma vie. Tu sais, je sais que je suis juste un passage, c'est un peu comme le Reiki où l'énergie, on la prend et elle passe à travers nous. Là, c'est ça que j'ai l'impression, c'est que toutes ces choses-là, ça passe, je suis là, je transmets. Il n'y a pas à en faire... je sais pas, ça me permet d'être simple. En tout cas, moi, j'ai l'impression de rester simple grâce à cette sensibilité, puis de rester... je sais pas comment expliquer. C'est intéressant parce que pour beaucoup en tout cas l'opinion publique, l'opinion extérieure, trouve que les hypersensibles, ils sont vachement compliqués. Et tu me partageais tout à l'heure le fait que, en fait, ton truc, ce que tu as voulu faire avec ce livre, c'est simplifier au maximum, donner synthétiser, que ce soit accessible à tous, compréhensible, que ce soit des thérapeutes ou que ce soit des couples, des personnes. Et il y a ce paradoxe-là. Oui. Pour l'extérieur de la complexité d'un hypersensible, parfois pour soi-même, la complexité de vivre avec soi-même, parce qu'on est des paradoxes ambulants, en fait. On a besoin d'être ensemble et on a besoin de solitude. Ça n'est qu'un exemple, il y en a plein comme ça. Ce que j'entends aussi que tu dis, c'est qu'on peut être HP sans être en permanence dans sa tête, sans être tout le temps en train de gamberger, et que à travers la relaxation, ton approche de thérapeute psychocorporelle, tu as appris à te relaxer, mais en fait tu as appris quoi? Tu as appris, et peut-être que d'ailleurs quand tu étais petit, le sport t'a aidé aussi là-dedans, c'est à être dans le corps, et donc à calmer le mental. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important, c'est que quand on est HP, on peut, et qu'on apprend à faire avec son corps, ce qui est une obligation si on veut ressentir, ça change vraiment la donne. Oui. Et en plus, il y a plusieurs HP, j'ai découvert, mon ami là, spécialiste, il disait qu'il y avait des HP qui sont multi-tâches, qui vont s'intéresser à plein de choses.
Comme lui, il a plein de compétences différentes. Et il y a les HP Potentiel. qui sont, les hauts potentiels qui sont axés sur une discipline. Comme moi, j'ai mis tout, ça m'a tellement parlé, j'ai eu des frissons quand j'ai connu Imago, j'ai l'impression que ça allait changer le monde. C'est-à-dire ça crée tellement d'humanitude. Moi, ça m'a rendu humain. J'étais tellement fermé que aujourd'hui, je peux vraiment me réouvrir avec cet outil. Je peux me réouvrir à volonté. Je sais que cet outil-là est là. Et c'est vrai que je développe essentiellement cet endroit-là. Je ne vais pas chercher ailleurs. Je ne suis pas très curieux non plus. Alors, ce qui est étonnant. Parce que, oui, mais là, c'est aussi lié à la famille. C'est-à-dire que mes parents n'ont jamais posé de questions. Jamais sur rien. Encore aujourd'hui, ils ne me posent pas de questions. Et donc, moi, je ne pose pas de questions. Je vois, il y a quelque chose qui est curieux, mais dans un domaine ou deux. Des fois, je ne me sens pas curieux. Je ne me sens pas curieux. On me dit que je le suis, mais moi, je ne me sens pas.